Aujourd'hui, un flux continu d'informations nous inonde depuis nos écrans de contrôle et nos téléviseurs. Des milliers d'analystes, de géostratèges et de politologues discourent avec assurance sur ce qui nous attend. Ils tentent tous de peindre le tableau de demain, de prédire les mouvements de frontières et le destin de nations entières. C'est un désir naturel. Chacun de nous veut regarder au-delà de l'horizon et savoir ce que l'avenir lui réserve. Cependant, il y a une nuance impossible à ignorer si l'on suit attentivement ce bruit médiatique. La quasi-totalité de ces prédictions sont fausses. Les déclarations fracassantes d'experts bardés de diplômes et dirigeants des instituts prestigieux tombent en poussière encore et encore lorsqu'elles se heurtent à la réalité. Souvent, ils débitent de telles absurdités qu'elles en deviennent gênantes, même pour un observateur extérieur. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, des gourous faisant autorité déclaraient avec une certitude absolue la fermeture imminente du projet Israël et le déménagement massif de ses habitants vers les terres d'Ukraine. Mais la réalité en a décidé autrement. Personne n'a rien fermé, bien au contraire. Les conflits ne font que s'embraser avec une nouvelle vigueur, englobant les territoires voisins. La géopolitique suit sa propre voie, sans aucun regard pour les prédictions des spécialistes diplômés. Et ici surgit une question légitime. Pourquoi des gens qui ont consacré leur vie à l'étude de l'histoire et de la politique sont-ils si aveugles dans leurs prévisions? Pourquoi leur modèle ne fonctionne-t-il pas? La réponse ne réside pas dans un manque d'intelligence, mais dans les fondations mêmes de leur savoir. Il est impossible de construire une prévision correcte en s'appuyant sur des données déformées. Si vous étudiez le passé à travers des manuels écrits par des gens spécialement formés pour cela, si vous analysez des fables historiques et des récits validés, alors vous étudiez un monde fictif. Et en analysant un passé inventé, il est impossible de tirer des conclusions justes sur un avenir réel. Pour voir la véritable image de ce qui vient, il faut rejeter les illusions et se tourner vers les faits réels, aussi incroyables qu'ils puissent paraître à première vue. Tout ce qui se passe maintenant s'est déjà produit auparavant et fait partie d'un dessin unique et grandiose. Les géostratèges modernes échouent précisément parce que leur théorie repose sur une chronologie fausse et des événements fictifs. Nous vivons à l'intérieur d'un scénario global qui se réalise sous nos yeux, et ce plan, que l'on peut appeler le projet biblique, a été lancé il y a très longtemps. Cependant, la notion de longtemps est ici toute relative. La science officielle affirme que l'Homo sapiens existe depuis des dizaines de milliers d'années. Mais si l'on écarte les histoires sur les civilisations antiques disparues et que l'on regarde notre espèce spécifique, une vérité choquante se révèle. Notre espèce, que l'on pourrait appeler initialement non pas simplement Homo sapiens, mais Homo OGM, en tant qu'espèce sociale créée artificiellement, est apparue sur Terre il y a seulement quelques centaines d'années. Toute l'histoire réelle et non inventée confirme que l'humanité en tant que phénomène social a une biographie très courte. C'est précisément la compréhension de ce fait qui donne la clé pour déchiffrer les événements modernes. Si l'on regarde ce qui se passe à travers le prisme de ce grand plan, le chaos apparent acquiert une logique rigoureuse. Vous commencez à comprendre pourquoi les rayons des magasins sont remplis de nourriture artificielle et chimique. Pourquoi l'éducation classique est systématiquement détruite dans le monde entier. Et pourquoi une nouvelle éthique et un agenda arc-en-ciel spécifique sont promus avec tant d'insistance en Europe et en Amérique. Ce ne sont pas des erreurs du système ni la bêtise de quelqu'un. Ce sont les étapes successives de la mise en œuvre d'une stratégie dont nous sommes tous les participants. Ce plan contient plusieurs chapitres clés. Et pour comprendre à quel point nous en sommes maintenant et ce qui nous attend demain, il faut analyser successivement chaque étape du développement de notre espèce, en commençant par le moment de son apparition réelle et non mythique. Ce n'est qu'ainsi, en rejetant les dogmes habituels sur une histoire millénaire, que nous pourrons voir la réalité sans distorsion. Le premier chapitre, et peut-être le plus fondamental de ce dessin global, peut être désigné par un mot simple: la création. Le concept même, qui dans le langage moderne porte souvent une connotation péjorative, avait à l'origine un sens totalement différent: sacré. Nous sommes tous des créatures, des particules d'un dessein supérieur, créées pour un certain but,
dont l'essence ne nous a pas encore été révélée. Cependant, la question clé ici n'est pas la théologie, mais la chronologie. Quand exactement ce processus a-t-il été lancé ? Si l'on rejette les manuels scolaires habituels et que l'on regarde les faits secs du développement social, la date de l'installation de notre espèce sur Terre se déplace des millénaires brumeux vers un passé tout à fait tangible, il y a seulement quelques centaines d'années. La preuve la plus convaincante de la genèse de l'humanité n'est pas les trouvailles archéologiques, qu'il est facile de falsifier ou de mal interpréter, mais les paramètres psychologiques de base inhérents à notre espèce. Il s'agit de concepts fondamentaux tels que la compassion, l'humanisme et surtout l'amour pour les enfants et le prochain. L'histoire officielle tente de nous convaincre que l'homme a possédé ces qualités tout au long de son évolution. Mais les documents réels et les chroniques peignent un tableau complètement différent et effrayant. Ces paramètres par défaut n'ont été activés chez l'humanité que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Réfléchissez à un fait simple mais stupéfiant. La première société protectrice de l'enfance au monde n'est apparue qu'en 1875. Avant cette date, que l'on peut considérer comme un tournant dans l'histoire de notre espèce, l'humanité, pour une raison inconnue, ne songeait pas à la protection systémique de sa propre progéniture. Plus encore, les sociétés de protection des animaux sont apparues dans de nombreux pays plus tôt que les organisations destinées à protéger les enfants. Ce paradoxe chronologique est impossible à expliquer du point de vue de l'histoire classique, qui compte des milliers d'années de développement culturel. Est-il possible qu'au cours de dizaines de siècles d'existence de grands empires et de civilisations, il ne soit venu à l'esprit de personne que les enfants ont besoin de protection et d'un traitement spécial ? Les sceptiques objecteront certainement, en citant les travaux des philosophes antiques, des penseurs grecs et des humanistes romains, qui auraient réfléchi à l'amour et à la vertu il y a 2000 ans. Cependant, si l'on examine l'histoire de manière critique, il devient évident que ces traités ne sont rien d'autre que des mystifications littéraires tardives, créées pour vieillir la chronologie. Il existe un gouffre énorme entre les grands mots écrits sur le papier et la pratique sociale réelle. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'attitude envers l'homme, et surtout envers l'enfant, était purement utilitaire. Les enfants n'étaient pas perçus comme des personnalités à part entière, ils n'avaient pas de droits, et le concept même d'enfance au sens moderne était absent. Cela mène à la seule conclusion possible. L'humanité en tant qu'espèce sociale a commencé à mûrir très récemment. Toute la période jusqu'à la fin du XIXe siècle était un temps où la forme biologique existait déjà, mais où le logiciel, la morale, l'éthique, l'empathie n'avaient pas encore été installés, ou se trouvaient en phase de bêta-test. Nous étions, en substance, de la matière première, une ébauche qui se préparait seulement à devenir ce que nous appelons aujourd'hui une société civilisée. Le chapitre « Création » impliquait le placement physique de l'espèce et le début de la formation de son intelligence émotionnelle. Le créateur ou les architectes de ce projet n'étaient pas pressés. Ils introduisaient de nouveaux protocoles de comportement progressivement, observant comment s'enraciner dans la machine biologique des concepts aussi étrangers que la miséricorde. Ainsi, 1875 et toute la fin du XIXe siècle ne sont pas simplement des dates dans le calendrier, mais des marqueurs du lancement de l'humanité. Mais créer une enveloppe physique et même éveiller des émotions primaires n'est qu'une petite partie de la tâche. Imaginez des millions d'individus qui savent déjà ressentir, mais ne comprennent absolument pas où ils se trouvent, ni comment fonctionne le monde environnant. Leur conscience est vierge, comme une feuille blanche. Chaque individu voit la réalité à sa manière, de façon chaotique et décousue. Pour le bon fonctionnement d'un système global, cela ne suffit pas. Un esprit vide a besoin de structure. Il a besoin d'une image du monde unifiée, compréhensible et sans alternative. Il fallait dans les plus brefs délais télécharger dans la tête de millions de gens des idées identiques sur ce qu'est un État, une nation, des frontières et même quelle forme a la planète sur laquelle ils vivent. La tâche semblait irréalisable. Comment, en une seule génération, synchroniser la perception de la réalité chez d'énormes masses de population sans Internet ni télévision ?
Les architectes avaient besoin d'un instrument d'une puissance colossale, capable de réécrire la perception individuelle et de la remplacer par une illusion collective, qui deviendrait par la suite la seule vérité pour tous. Et un tel instrument fut trouvé. Le deuxième chapitre du plan global, suivant la création physique et le réglage initial de l'empathie, a reçu le nom de connaissance. Ce fut une étape d'une importance critique, débutant au milieu du XIXe siècle, dont le but n'était pas simplement la transmission d'informations, mais l'installation littérale d'une image du monde unifiée dans la conscience de millions de personnes. Les créateurs de la nouvelle réalité devaient expliquer à leurs créatures où elles se trouvaient, comment ce monde était construit et selon quelles règles il fonctionnait. Le cerveau humain est un dispositif incroyablement complexe, enclin à créer ses propres interprétations uniques. Si vous racontez simplement à un groupe de personnes l'existence d'un pays lointain ou d'un mécanisme complexe, chacun imaginera sa propre image, et au final, la société sombrera dans un chaos d'hallucinations individuelles. Les dirigeants du projet avaient besoin de standardisation. Il fallait faire en sorte que l'image de la réalité dans la tête d'un individu coïncide à 80% avec l'image dans la tête de son voisin. Pour réaliser cette tâche ambitieuse, des cités de la connaissance grandioses, connues de nous sous le nom d'expositions universelles, ont été déployées à travers le monde. L'histoire officielle les présente comme des foires de réalisation industrielle et le triomphe du commerce. Mais leur véritable fonction était bien plus profonde et sinistre. C'étaient des polygones d'entraînement géants, des décors pour la programmation de l'esprit collectif. Des dizaines de millions de visiteurs affluaient vers ces expositions, organisées sur tous les territoires clés du développement futur. Les gens y entraient avec des idées décousues sur la vie et en ressortaient avec une base de données clairement installée. C'est précisément dans ces pavillons luxueux, érigés avec une pompe incroyable, que se formait la matrice de perception nécessaire. Le citoyen ordinaire, en traversant les salles, recevait un paquet visuel complet de ce qui devait être considéré comme la norme. On lui montrait que la Terre est une sphère en exposant d'énormes globes. On lui expliquait la structure politique du monde. Voici différents pays, chacun a son drapeau, son hymne, sa nation et ses frontières. On lui inculquait la compréhension des technologies. Voici des locomotives, des machines-outils et des moteurs. Ils fonctionnent ainsi et pas autrement. Ici aussi étaient fixés les rôles sociaux. À quoi doivent ressembler et comment doivent se comporter un policier, un médecin, un ouvrier ou un aristocrate. Dans des étangs artificiels, flottaient des gondoles vénitiennes et des bateaux vikings, créant l'illusion d'une histoire profonde et diverse. Le cerveau du visiteur absorbait avidement ces images, les acceptant comme la vérité absolue. Ainsi, la fantaisie individuelle était remplacée par une réalité contrôlée et unifiée. L'ampleur des dépenses pour ces événements frappe l'imagination. Des villes entières, avec des palais et une infrastructure complexe, étaient érigées en quelques mois, fonctionnaient peu de temps en remplissant leur rôle de programmateurs, puis étaient impitoyablement démolies. Cela semblait être du gaspillage seulement à première vue. En réalité, c'était un investissement dans le logiciel de l'humanité. Vers les années 1930, le besoin de décors aussi coûteux a commencé à disparaître. Le projet est passé à un nouveau niveau technologique. Le relais a été pris par le cinéma. Le cinéma est devenu l'outil idéal pour maintenir et corriger l'image du monde déjà créée. Si pour une exposition il fallait construire des bâtiments et y amener les gens, il suffisait désormais d'accrocher un drap blanc dans n'importe quelle grange de campagne et de lancer un projecteur. La phrase selon laquelle « de tous les arts, le cinéma est pour nous le plus important » a acquis un sens technique sinistre. À travers l'écran, il était possible de synchroniser la conscience de milliards de personnes simultanément, et ce, avec des coûts minimes. Le cinéma permettait non seulement de montrer la structure du monde, mais aussi de modéliser les comportements, de dicter les modes, de former les images de l'ennemi et de l'ami, de l'amour et de la haine. Dans chaque coin de la planète, des mégalopoles aux villages reculés, la même version de la réalité était téléchargée dans les cerveaux, rendant l'humanité gérable et prévisible. Au milieu du chapitre connaissance était achevé avec succès. L'humanité était formée, socialisée et ramenée à un dénominateur commun.
Les gens savaient comment leur monde fonctionnait, croyaient en l'histoire dessinée pour eux et respectaient les règles du jeu établies. Cependant, pour le bon suivant, la simple obéissance ne suffisait pas. Une masse grise unifiée est bonne pour la stabilité, mais elle est incapable de percer. Pour créer des réacteurs nucléaires, des fusées spatiales et des machines à calculer, il ne fallait pas de simples exécutants, mais des créateurs avec une étincelle unique. Le projet biblique avait besoin de génies capables de percer les mystères de la matière et de l'énergie. Et alors, les architectes ont lancé le 3e chapitre, peut-être le plus complexe et impitoyable de leur plan. Un système destiné à séparer le bon grain de l'ivraie et à trouver ces quelques unités capables de faire avancer le progrès. L'époque du grand tri a commencé. Avec l'achèvement de la phase d'installation de la réalité, lorsque le cinéma et les expositions avaient réussi à unifier la vision du monde dans la tête des milliards d'individus, les architectes du projet biblique sont passés à la réalisation du 3e chapitre, peut-être le plus gourmand en ressources et techniquement complexe. Cette étape, qui s'est déployée à pleine puissance au début du XXe siècle, a reçu le nom de code le tri. Si les phases précédentes concernaient tout le monde sans exception, formant une masse docile, la tâche se compliquait désormais. Il fallait extraire de cette masse ces quelques rares individus qui possédaient le véritable don de créateur. Pour cela, sur des territoires spécialement désignés, que l'on peut appeler zones de développement prioritaire, avant tout en Union soviétique, en Amérique du Nord et en Allemagne, un système d'éducation universelle, gratuite et surtout fondamentale a été introduit. Beaucoup croient encore naïvement que le but de l'école soviétique ou allemande classique était d'éduquer une personnalité harmonieusement développée ou d'élever le niveau culturel général de la population. C'est un beau mythe. Le véritable but de cette machine géante était purement pragmatique. Elle fonctionnait comme un grand ami. Pour trouver un physicien, un chimiste ou un ingénieur génial, on ne peut pas simplement demander aux gens qui veut le devenir. Chaque personne a un firmware neuronal unique, un talent inné qui sommeille, jusqu'au moment de la rencontre avec le stimulant approprié. Le créateur, en dotant chacun d'une destinée, a oublié de laisser le mode d'emploi. Et le seul moyen de révéler ce potentiel caché est de faire passer des millions d'enfants à travers un processus d'apprentissage rigide, excessif et douloureux pour la majorité. C'est précisément pourquoi le programme scolaire était saturé de disciplines qui ne serviront jamais aux citoyens ordinaires dans la vie réelle. Pourquoi un futur vendeur, chauffeur ou employé de bureau a-t-il besoin de connaître les débuts de l'analyse mathématique, d'apprendre par cœur les chaînes moléculaires de la chimie organique ou de comprendre la mécanique quantique? Pour 90% des écoliers, ces leçons étaient une véritable torture informationnelle, une perte de temps et de nerfs insensée. Mais pour le système, c'était le prix nécessaire. Cette surcharge fonctionnait comme un test de résonance. Le système bombardait le cerveau de l'enfant avec des concepts complexes dans l'espoir que l'un d'eux déclenche une réponse. Parmi des millions d'élèves ennuyés se trouvaient ces 10% dont les yeux s'illuminaient à la vue de formules élégantes ou de réactions de substances. Leur cerveau reconnaissait soudainement sa destinée. Pour eux, ce n'était pas une torture, mais un moment de vérité, le réveil d'un talent endormi. Ce sont précisément ces unités, passées à travers le premier et le plus grand ami de l'école, qui partaient au niveau suivant, les instituts et les universités. L'enseignement supérieur devenait un filtre plus fin. En Union soviétique, par exemple, il existait des milliers d'instituts de recherche scientifique où travaillaient des millions d'employés. De l'extérieur, il semblait que ce système était inefficace. Des effectifs énormes, des salaires bas, beaucoup de gens qui ne faisaient que brasser du papier. Mais dans le cadre du dessin global, c'était justifié. Dans ce milieu nourricier, parmi des millions d'ingénieurs simplement capables, mûrissaient ces centaines de génies dont le cerveau travaillait à la limite de ses capacités. Le résultat du travail de ce séparateur colossal a dépassé toutes les attentes. Le XXe siècle est devenu le siècle d'une explosion technologique inouïe. Les brise-glaces et centrales atomiques, la sortie de l'homme dans l'espace, la création des semi-conducteurs, la percée en médecine et en physique fondamentale, tout cela sont les fruits du travail de ces unités sélectionnées.
Les fondations technologiques sur lesquelles repose toute la civilisation moderne, d'Internet aux micropuces dans votre téléphone, ont été posées précisément à ce moment-là. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui n'est que le peaufinage et la commercialisation des découvertes faites à l'époque du Grand Tri. Le système a pressé le maximum du matériau humain, obtenant les connaissances nécessaires pour la restructuration complète du monde. Et ici, nous arrivons au moment charnière qui explique les bizarreries de notre époque. Vers la fin du XXe siècle, la tâche du chapitre Le Tri était entièrement accomplie. Le progrès scientifique et technique a atteint ce point de saturation où de nouvelles percées fondamentales sont devenues inutiles pour assurer l'existence confortable de l'espèce. Aujourd'hui déjà, les technologies accumulées suffisent pour construire un véritable paradis sur Terre. Fournir à chacun de l'énergie, de la nourriture, de la chaleur et un logement gratuit. Techniquement, le communisme, ou l'âge d'or, est possible ici et maintenant. De nouveau Einstein et Mendeleïev ne sont plus requis à l'échelle industrielle. La base de connaissances est complète. Que font alors les gestionnaires intelligents avec un outil qui a rempli sa fonction et est devenu trop coûteux à entretenir? Ils l'éteignent. C'est précisément pourquoi nous observons la dégradation généralisée de l'éducation, sa transformation en secteur de service et le remplacement des connaissances fondamentales par un ensemble de compétences. Le grand ami est démantelé car inutile. Mais avec cela, surgit une question bien plus terrible. Si les technologies pour le paradis existent déjà, mais que personne ne construit le paradis, et que la génération massive de créateurs a été arrêtée, alors quel sort est réservé aux milliards de personnes restant sur la planète? Nous entrons dans la 4e phase, finale et la plus cynique du projet biblique, où les règles du jeu changent radicalement. Désormais, il ne s'agit plus de chercher les meilleurs, mais de l'élimination silencieuse du superflu. Avec l'arrivée du nouveau millénaire, nous nous sommes retrouvés dans une réalité totalement différente, que beaucoup ressentent au niveau intuitif, mais ont peur de formuler avec des mots. Si au XXe siècle, le but du système était de révéler les meilleurs esprits pour créer une base technologique, aujourd'hui, alors que cette base est construite, le vecteur de la gestion globale a fait demi-tour à 180 degrés. Nous sommes entrés dans le 4e chapitre, conclusif à ce stade, du projet biblique, que l'on peut caractériser par le terme « l'élimination ». C'est précisément ce qui explique cet étrange paradoxe où, en présence de toutes les possibilités de prospérité, nous observons une dégradation généralisée de l'éducation, une stagnation de la science fondamentale et la dissolution des normes culturelles. L'observateur attentif remarquera que le XXIe siècle est si riche en technologies découvertes et mises en œuvre à l'époque précédente que l'humanité pourrait déjà vivre aujourd'hui dans des conditions de communisme factuel. L'automatisation, l'énergétique, les agrotechnologies, tout cela permet de nourrir facilement toute la population de la planète, de fournir à chacun électricité, chaleur et logement gratuit. Les ressources et les connaissances pour construire le paradis sur Terre sont suffisantes. Tous les mécanismes pour une vie heureuse et sans besoin sont déjà testés et prêts à fonctionner. Cependant, ce scénario n'est pas lancé. L'ordre d'en haut, pour le bien-être général, n'est pas venu, et selon toute apparence, ne viendra pas. Au lieu de l'âge d'or, on nous a proposé un test global de survie, une sorte d'examen pour le droit de passage vers le futur. La mécanique de cette étape diffère radicalement de tout ce qui a précédé. On ne pousse plus les gens dans la direction voulue par le fouet, on ne les force plus à étudier sous la menace de l'exclusion, et on ne les mobilise plus pour de grands chantiers. Au contraire, la pression a été totalement relâchée. Le chapitre élimination se réalise par l'octroi d'une liberté de choix absolue et enivrante. Ce n'est pas une guerre de bombes et de missiles, c'est une guerre silencieuse des tentations, où le champ de bataille devient la conscience de chaque individu. On a permis à l'humanité de se détendre, mais dans cette détente, on a intégré des milliers de pièges, dont chacun mène à une impasse génétique. Une grande séparation du bon grain de l'ivraie a lieu maintenant, et l'instrument de cette séparation est le choix quotidien. On propose à chaque personne un menu de substituts. Vous entrez dans un magasin et vous avez le choix. Acheter des produits naturels
ou un bel emballage avec un contenu chimique qui détruit lentement l'organisme. On vous propose des loisirs, s'occuper du développement du corps et de l'esprit, ou plonger dans le brouillard des drogues douces, des vapoteuses, des chichas et de la consommation infinie de contenu numérique. Mais le filtre le plus important est installé au niveau des instincts biologiques de base et de la procréation. L'espace informationnel est saturé d'idées qui mènent à l'arrêt de la lignée. La propagande du sans-enfant, la dissolution du concept de famille, le féminisme agressif affirmant que la femme n'a pas besoin d'hommes, et bien sûr, l'omniprésent agenda arc-en-ciel, tout cela n'est pas simplement une mode ou une lutte pour des droits. Ce sont des instruments de stérilisation douce. On dit à l'homme, tu es libre, tu peux choisir n'importe quelle identité, tu peux vivre seulement pour toi-même. Et celui qui cède à cette tentation, qui choisit la voie de la moindre résistance et de l'hédonisme maximal, se raye automatiquement du livre de la vie. Il vivra peut-être une vie joyeuse, mais biologiquement insensée, et ne laissera pas de descendance. Sa ligne génétique sera interrompue. C'est là que réside la logique cynique, mais impeccable, du 4e chapitre. Personne n'a besoin d'être détruit par la force. Les faibles, les influençables, ceux incapables de pensée critique et de distinction entre le bien et le mal, s'élimineront eux-mêmes. Ils choisiront volontairement la nourriture de substitution, les relations de substitution et les valeurs de substitution, libérant ainsi l'espace vital. Ne resteront que les graines résistantes au gel, ceux qui, malgré la propagande massive et la disponibilité des vices, sauront préserver la clarté de leur conscience, l'attachement aux valeurs familiales traditionnelles et une essence biologique saine. Ainsi, le projet biblique, malgré sa cruauté apparente, est en fin de compte juste. Il fonctionne comme un filtre évolutif, réglé sur les nouvelles conditions de l'environnement. L'avenir n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort pour leurs droits, mais à ceux qui sont capables de perpétuer leur lignée et de transmettre à leurs descendants une image non déformée du monde. Nous vivons à l'époque du grand tri, et l'issue de cette étape ne dépend pas des gouvernements ou des corporations, mais du choix personnel de chacun, qui se fait ici et maintenant.